Blumigno, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec l'artiste française Janice Sahraoui, qui s'est fait connaître sous le nom de Slimy, et l'auteur du livre Révéler mes visages, écrit avec la collaboration du journaliste spécialisé sur les enjeux LGBT, Tal Madesta. Ce livre est paru aux éditions HarperCollins. Mes chers auditeurs, avez-vous déjà imaginé ce que cela signifie de ne pas se sentir en accord avec le corps dans lequel vous êtes né? Aujourd'hui, nous allons explorer ces questions souvent taboues avec le récit de la transition sexuelle de l'artiste Janice Sahraoui. Dans ce podcast, Janice racontera comment elle a transcendé son destin. Nous évoquerons ses luttes contre la marginalisation, les violences familiales et les impacts psychologiques de ne pas vivre selon son identité de genre. Ensuite, nous aborderons les moments les plus difficiles de sa transition et la façon dont elle les a surmontés. Nous parlerons des critiques de la transidentité, des défis dans sa carrière artistique et des moments de doute ou de crise identitaire. Afin de mieux comprendre les épreuves et obstacles rencontrés tout au long de son parcours de transition et de reconnaissance de son identité trans, nous accueillons aujourd'hui la chanteuse Janice Sahraoui, anciennement connue sous le nom de Slimy. Restez avec nous pour une conversation honnête et inspirante avec Janice Sahraoui. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Janice Sahraoui, bonjour. Bonjour. Qu'est devenu Slimy ? Slimy, c'est devenu un personnage que j'ai moi-même décidé de mettre dans une boîte. Donc, je le célèbre aujourd'hui, je continue à le célébrer, mais ça fait partie de mon passé aujourd'hui. Ça fait partie de mon passé. Mais c'est un personnage qui reste un mentor pour moi, qui m'a protégée. Donc, il reste dans un inconscient, je pense, collectif aussi. Vu qu'il a été médiatisé, il y a eu beaucoup de choses autour, mais pour moi, j'intègre vraiment que c'est une carapace, c'est un costume que j'ai dû mettre à un moment. Pourquoi avoir choisi d'ôter ce costume ? J'avais besoin de vivre pour moi, en fait. Quand j'ai créé Slimy, j'étais très jeune, en fait. J'ai commencé je pense, vers 13 ans, 14 ans. Donc ça fait partie aussi d'une période de jeunesse aussi où je pense qu'on se cherche beaucoup. Moi, j'avais peu de protection dans ma vie à ce moment-là. Je la retrouvais pas forcément dans mon entourage aussi familial. Donc j'ai dû créer un personnage. Je pense que c'est aussi inconsciemment un acte de résilience fort et aussi de protection et d'amour envers moi-même parce que je retrouvais pas cette protection même à l'école ou dans ce contexte familial, comme je disais. Donc, j'ai dû créer ce personnage. Donc, au final, je me suis moi-même créé ce mentor, une protection. Mais il y avait beaucoup de dissociation, en fait, dans l'acte de créer Slimy. Et on peut pas vivre toute une vie en dissociant. Ça peut être dangereux. Je pense que beaucoup de personnes qui ont vécu des traumatismes dissocient, en fait, de leur personne. Moi, je l'ai fait sans me rendre compte et avec l'âge, avec du travail, avec aussi un suivi psychologique que j'ai fait, l'accompagnement de mes amis, de ma famille aussi choisie, je me suis rendu compte que je performais à travers un costume et que j'étais pas moi. De quel traumatisme parlez-vous ? Avant tout, je pense qu'il y en a plusieurs déjà. Il y a une ribambelle de traumas qu'on découvre dans le livre aussi, parce que je parle beaucoup de toutes ces étapes. Mais premièrement, la mort de ma mère a été un premier traumatisme que j'ai vécu à l'âge de 7 ans. Donc c'est quand même jeune et ça marque une vie. Je pense perdre une mère, c'est aussi un marqueur fort et c'est une douleur qui est difficile à décrire. Je pense que les gens qui ont connu un deuil aussi jeune savent ce que c'est cette sensation d'un coup basculer dans un monde aussi adulte, en fait. J'ai pas eu une enfance bercée par le jeu et par l'insouciance, en fait. J'ai dû tout de suite endosser un rôle adulte. J'ai été aussi très indépendante jeune aussi, parce que je vivais qu'avec mon père, donc on a dû, avec ma sœur, devenir des adultes très jeunes. Donc c'est un premier traumatisme. Après, il y a tous les traumatismes qui découlent aussi des violences que j'ai vécues, que ça soit violence physique
avec ma belle-mère, où j'en parle dans le livre, des coups. Ça, c'est ce qui m'a marqué aussi profondément aujourd'hui encore. Hein, j'ai encore des séquelles. Je travaille encore dessus. Et tout le rejet aussi de l'école, de l'espace public, par rapport à ce que moi j'incarnais. Ma féminité, la manière dont je l'exprimais, rentrait pas, entre guillemets, dans une norme binaire aussi de ce que la société accepte. Donc on m'en a fait baver sur ça. Donc ça m'a suivi. C'est qui on? C'est les élèves à l'école, c'est les personnes qui sont là au quotidien, c'est les gens dans l'espace public, c'est chaque geste, chaque déplacement quotidien devient aussi une source de stress. Enfin moi j'ai jamais vécu un jour dans mon quotidien où j'étais pas stressée par ça. Ça, c'est une sensation très particulière. Et ça, je l'ai depuis que je suis toute petite. Stressée par quoi? Par aller à l'école, par sortir, par faire des courses. Je me faisais tout le temps emmerder, en fait. Donc, on m'insultait ou on me menaçait ou on me regardait mal. Et je sais que moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont vécu ça. Donc, on se connaît aussi, on en parle, on sait la pression que c'est de vivre ça. Donc, c'est vraiment une sensation particulière. Parce que je pense que le fait d'être connue étrangement, moi, ça m'a jamais semblé étrange parce que j'ai toujours vécu l'espace public comme sans être anonyme, en fait, même avant ma notoriété. Au contraire, quand j'étais connue, je le maîtrisais parce que je sais pourquoi les gens me regardaient, en fait. C'est moi qui avais le pouvoir sur ma notoriété, ma musique, le fait qu'on me reconnaisse, ça me protégeait, en fait. Mais quand je l'étais pas, je me sentais hyper vulnérable parce que ça me protégeait moins au final. J'étais anonyme sans être anonyme. On me mettait déjà une pression assez forte sur les regards. Mais pourquoi ces regards étaient si forts à l'époque, sachant que votre transition n'était pas du tout encore... mais j'étais déjà une personne trans, moi, à l'époque. Enfin, j'ai toujours été trans et je pense que c'est hyper intéressant parce que dès qu'on acte sa transition... les gens sont presque surpris, mais en fait, toute ma vie, les gens m'ont renvoyé aussi à ma transidentité. On me disait que j'étais trop efféminée, on me disait que j'avais une voix de fille, même quand je chantais, parce que je chantais dans une chorale et on faisait des spectacles en fin d'année, il y avait même des adultes qui venaient me dire ça. Alors que j'avais 9 ans, 10 ans, que j'avais une voix de fille, que j'avais des manières de fille. C'est hyper intéressant parce qu'on m'a toujours confrontée au genre et aussi même la manière dont les élèves jouent ensemble, c'est très genré aussi à l'école. Hein. Attrape-fille, attrape-garçon, enfin il y a tous ces jeux très genrés. En fait, les gens sont les premiers à faire... sauf que le problème, c'est que c'est pas amené d'une manière délicate et douce et ça pourrait être aussi un tremplin de bienveillance. Mais ça l'est pas et c'est ça le problème. Et c'est ça qui rend aussi le chemin difficile. C'est que ça vient avec de la violence. Donc, ça permet pas de grandir, en fait. Juste, ça met une pression et un stress assez fort. Comment avez-vous su que vous êtes né dans le mauvais corps? Mais moi, en soi, et ça, j'en parle aussi dans le livre, moi, je me suis jamais projetée en tant qu'homme, entre guillemets. Quand j'étais plus petite, quand je projetais ma vie future ou que je rêvais, jamais je me suis vue... en tant qu'homme, en fait. Donc, j'ai toujours été une personne trans et un enfant trans, d'ailleurs, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment dans la société. Mais moi, j'ai toujours eu cette transidentité. Après, le moment où on acte une transition, c'est pas le moment où elle commence aussi. Ça, c'est important de le dire, parce que les gens, ils pensent que une transition commence juste au moment où on fait ou un coming out, ou qu'on commence un parcours médical, si on a envie de le faire, parce qu'il y a plein de personnes trans qui ne passent pas par le médical. Et en fait, moi, ma transidentité, elle est là depuis longtemps, et je trouve ça beau aussi de le célébrer de cette manière, parce que c'est tout un chemin, en fait, qui... Après, voilà, j'avais pas le luxe, quand j'étais enfant, d'y porter beaucoup d'intérêt, parce que j'ai perdu ma mère, enfin, j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont aussi... fait perdre du temps parce que j'avais d'autres choses à gérer, en fait. J'avais un deuil à faire qui quand même est quand même un gros sujet et ça prend beaucoup d'énergie aussi. Et après, j'ai eu les violences aussi domestiques qui m'ont aussi pris beaucoup d'énergie. Du coup, j'ai beaucoup refoulé aussi ces choses-là.
Qu'est-ce qui vous a donné la force de commencer votre transition malgré les obstacles et les peurs que vous avez pu ressentir ? C'est venu beaucoup plus tard parce que déjà j'ai commencé entre guillemets, j'ai acté ma transition à l'âge de 33 ans. Donc c'est venu beaucoup plus tard. Ce qui m'a donné le courage, c'est toute ma vie en fait. C'est tout ce que j'ai construit. Et c'est moi qui l'ai construit. Donc c'est la force que j'ai entrepris pour me sortir aussi des traumatismes. Je l'ai fait avec la musique, je l'ai fait avec la performance, la scène. J'ai construit une nouvelle famille aussi d'amis qui m'a porté. Donc toutes ces années d'amour qui m'ont nourri, en fait, m'ont donné la force d'acter ma transition. Mais c'est 15 ans de construction, d'amour, d'aller vers des choses aussi. J'ai repris confiance aux personnes qui étaient en face de moi aussi. J'ai été entourée de personnes qui m'ont donné de l'amour, en fait. Et je pense que l'amour, c'est l'amour qu'on se donne, mais l'amour des gens aussi qui nous entourent, ça nous permet aussi d'aller vers la personne qu'on est, donc vers soi. Et du coup, oui, c'est une vie que j'ai construite. Comment avez-vous ressenti le soutien ou le manque de soutien de votre famille pendant votre transition ? Et qu'auriez-vous souhaité qu'ils fassent différemment ? Moi, en soi, j'aurais souhaité que mon enfance soit différente. Donc, ça prend racine très jeune, en fait. Ça prend racine dans le deuil de ma mère. On n'a même pas été à son enterrement avec ma sœur. Enfin, ça prend racine dans plein d'épisodes. Donc, il y a plein de choses que j'aurais souhaité différentes. Enfin, déjà, rien que vivre 6 ans de violence domestique, c'est long en fait. C'est long 6 ans quand on a un enfant. Enfin, surtout quand on est coincé, c'est une prison parce qu'on est enfant, donc on n'a pas le luxe de pouvoir partir de chez soi. On est coincé vraiment dans la vie que ces adultes ont choisie. Donc moi, j'aurais souhaité que ma famille fasse les choses différentes depuis bien longtemps. Donc depuis que je suis jeune, je me suis vachement extirpée de ma famille en fait. J'ai compris que on me protégerait pas. Enfin, du coup, je pensais même pas à ma transition à ce moment-là. Je me disais que c'était déjà raté, en fait, entre guillemets. Donc, je souhaitais même pas que ma famille accepte ou pas ma transition. C'était pas un moteur pour moi. Mais après, j'ai ma sœur, par exemple, qui est hyper ouverte et qui m'accompagne. J'ai 2 demi-sœurs aussi et un demi-frère qui sont hyper ouverts aussi sur ça. Il y a plein d'espoir aussi qui naît dans la famille. Ça, c'est important de le dire. Comment avez-vous géré les réactions négatives durant votre transition ? En fait, j'ai la chance d'être entourée de personnes hyper bienveillantes qui sont la famille aussi que j'ai choisie. Donc en fait, ces personnes-là sont majoritaires dans ma vie. Après les réactions négatives, moi j'étais habituée à passer au-dessus parce que sinon j'aurais même pas construit la vie que j'ai aujourd'hui depuis même mon adolescence. En fait, si j'avais écouté toutes ces réactions négatives, je serais pas là, en fait. J'ai réussi à faire un transfuge aussi de classe, à transcender beaucoup de choses dans ma vie. Je viens pas d'un milieu privilégié, je viens de Saint-Étienne. Enfin, j'ai pas d'ouverture dans la musique. En fait, tout ce que j'ai transcendé dans ma vie, je le dois au fait de m'en contrefoutre, en fait, des réactions négatives. Mais j'aime bien le mot transcender, d'ailleurs, parce qu'il y a le suffixe trans dedans, donc il est beau ce mot. Quel a été le rôle de Slimy ? Slimy m'a protégée. Ça a été une entrée dans un monde aussi artistique et dans un monde, dans le business aussi de la musique, faut le dire. Et c'est un personnage qui m'a protégée. J'ai pu mettre un masque, j'ai pu me mettre une carapace. Et aussi ce livre, c'est pour ça qu'il s'appelle Révéler mes visages. Il y a aussi cette idée d'enlever le masque aussi. Mon premier album, sous le nom de Slimy, s'appelle Paint Your Face, donc peindre son visage. Il y a toute cette idée d'alter ego, de performance. Enfin, moi, je me suis beaucoup inspirée aussi de Warhol, de toute l'iconographie aussi pop, parce que j'adore aussi la culture pop, en fait, la manière dont on peut revêtir un costume et performer quelque chose qu'on n'est pas encore, en fait. Performer une force qu'on n'a pas forcément. Je pense que des artistes même comme Lady Gaga, comme Björk, comme Bowie le disaient souvent en fait. L'icône pop permet aussi d'aller plus loin que soi. C'est vraiment, je suis pas encore là, mais grâce à ce personnage, je vais me permettre d'être cette personne et d'aller sur scène et de transcender aussi. Donc ça m'a beaucoup appris.
Quels ont été les moments les plus difficiles de votre parcours et comment les avez-vous surmontés? Pour moi, le plus difficile, ça a été la violence psychologique et physique. Clairement, c'est quelque chose qui me marque toujours, qui me crée encore des peurs aujourd'hui. Des fois, je peux rester coincée chez moi parce que j'ai peur de sortir dans la rue. Enfin, c'est des choses que j'ai encore. Hein. Je pense qu'on travaille encore et toujours ces traumatismes. Moi, je sais que c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie. L'art m'aide beaucoup, en fait. Je me suis aussi sauvée avec l'art et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font de la thérapie via l'art parce que ça aide beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes. Je trouve que l'art, c'est hyper salvateur. Ça permet vraiment de puiser aussi dans ses projections, dans son imagination, d'aller plus loin, de repeindre, en fait, sa vie, de repeindre, de transformer. Et je pense que ce livre, c'est aussi transformer tout mon parcours et reprendre du pouvoir dessus. Comment avez-vous rencontré l'art ou la musique? J'ai rencontré la musique déjà via ma mère parce que ma mère, elle chantait tout le temps. Elle était tout le temps dans... Le premier chapitre sur ma mère, il parle de ça aussi, malgré sa dépression et le fait qu'elle ait une vie assez lourde. Elle avait des moments de joie assez forts où elle chantait, où elle était dans de la création. Ma mère, elle a fait les beaux-arts, donc elle créait aussi des bijoux. Et elle avait, elle m'a ouvert à tout ça. Comment avez-vous appris à aimer et à accepter votre corps pendant et après la transition? Pendant ou après? C'était avant. Avant, pendant et après. Enfin, plutôt pendant et après, parce que j'imagine que, c'est pas un parcours. Avant, c'est un déni déjà. Moi, j'étais dans une enveloppe qui me correspondait pas. Sauf que je ne savais pas comment faire, donc j'étais coincée. Faut pas oublier que à l'époque où j'ai grandi, je connaissais même pas le mot trans, moi. Donc, comment on grandit avec sans repère aussi par rapport à son identité. Donc, j'ai fait un déni. Je me suis aussi extirpée de mon corps grâce à l'art, c'est-à-dire j'ai vécu un peu à l'extérieur et puis après, j'ai fait un long chemin où je suis re-rentrée dans mon corps, où je me suis mis face à moi et aussi toute cette période où il y a eu le Covid, où on a été forcé entre guillemets à être face à nous. Je pense que ça a été une période hyper difficile et en même temps, ça nous a mis face à beaucoup de choses et ça a été le cas pour beaucoup de personnes d'ailleurs. Moi, ça m'a remis face à moi-même et à mon corps et à qui j'étais. Donc j'ai dû me rapprocher de moi en fait. Comment répondez-vous aux personnes qui disent que la transidentité est contre nature ou à ceux qui pensent que cela répond à un effet de mode? Déjà, il y a une vraie histoire de la transidentité, c'est-à-dire je pense qu'il faut se rapprocher aussi de notre histoire parce qu'il y a des personnes trans qui se battent depuis très longtemps. C'est assez fou qu'on parle d'effet de mode alors que s'il y a juste un peu plus de visibilité et surtout les réseaux, c'est-à-dire les gens partagent leur quotidien. C'est la première fois au final dans l'histoire qu'on a vraiment des parcours trans qui se révèlent en fait sans les médias, sans des intermédiaires. C'est les gens qui parlent chez eux en fait. Mais au final, s'il y avait eu ça dans les années 70, 80, les gens auraient parlé aussi. On commence à peine à se réapproprier nos identités, notre langage. Il y a eu un bagage super lourd sur les identités trans. Les gens avaient peur, en fait. Ils se cachaient pour vivre. Mais en fait, ces gens-là se sont si battus pour qu'on arrive là aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas une tendance, c'est surtout le fait que les gens ont acquis quelques droits et ils ont moins peur de parler. Et aussi, faire une transition, ça demande énormément de courage, déjà. Il y a même pas à débattre, en fait. C'est pas une histoire de tendance ça demande du courage, en fait, de faire une transition. Fais pas une transition comme ça, en claquant des doigts, en se disant, je vais le faire comme ça parce que je trouve ça cool. Non, ça demande du courage et c'est vraiment un chemin de vie qui est fort. Quelles sont les implications physiques d'une transition? Je pense que ça dépend des personnes. Chaque transition, déjà, est différente, en fait. Il y a des milliers de transitions possibles et inimaginables. Je pense que ça dépend du parcours de chacun. Comment vous l'avez vécu vous-même physiquement? Moi, par exemple, et j'en parle dans le livre,
Et il y a plein de personnes dans ce cas, d'ailleurs, comme quoi on connaît très peu aussi la profondeur des corps. Mais moi, par exemple, je produisais très peu de testostérone, en fait. J'en avais pratiquement pas. Donc, j'ai pratiquement pas fait de puberté. Ma voix n'a pratiquement pas mué. Du coup, en fait, quand j'ai fait mes tests biologiques pour commencer mon traitement hormonal, mon médecin, il m'a dit, mais en fait, vous avez pratiquement pas de testostérone. Et j'étais épuisée tout le temps, en fait. J'étais tout le temps déprimée. Du coup, j'ai pris un traitement hormonal d'œstrogène, mais qui m'a juste réaligné. Et en fait, il y a plein de gens qui sont dans ce cas. Il y a des femmes cis qui ont plus de testostérone. Moi, je connais des personnes qui sont des femmes cis qui sont obligées de prendre des hormones toute leur vie parce qu'elles produisent pas d'œstrogène. Donc, c'est pour ça que quand, par exemple, tu as des gens aujourd'hui qui sont des personnes virulentes contre les personnes trans et qui disent qu'une femme, c'est comme ça, qu'un homme... Je suis là, mais en fait, il y a tellement de cas. Qu'est-ce qu'on dit d'une femme qui ne produit pas des œstrogènes ou une femme qui produit plus de testostérone? Qui est cette personne? On la met dans quelle case alors? Nos corps sont beaucoup plus subtils, vastes et on ne peut pas les définir d'une seule façon. Comment avez-vous trouvé des professionnels de santé compétents et bienveillants pour vous accompagner dans votre transition? Grâce à la communauté, grâce à mes amis, parce que ça, c'est hyper compliqué aussi. Et je pense que ça change aujourd'hui, et j'ai la chance d'être à Paris aussi, faut le dire. Mais par exemple, il y a un site qui s'appelle Wikitrans, qui est un site qui répertorie toutes les personnes aussi safe, qui permettent aussi d'avoir un vrai suivi. Mais parce que je pense que c'est une étape compliquée qui peut faire peur et qui empêche beaucoup de personnes aussi d'aller voir des professionnels. Et on est les premières personnes aussi à vouloir voir des professionnels, être suivis, avoir un vrai suivi, mais c'est pas forcément facile. Mais c'est grâce au bouche à oreille, grâce à la communauté. L'empreinte que mon amour de mère laisse sur moi est le cadeau de la vie féroce. Elle m'enseigne qu'exister envers et contre tous vaut la peine. Mais malgré sa joie furieuse, elle est là sans l'être. L'énergie qu'elle s'échigne à transmettre est la preuve de sa lutte. On n'interroge jamais assez l'étrange béatitude des dépressifs. Par paresse, beaucoup ne cherchent pas à voir ce qu'il y a dessous. Moi qui l'ai vu de mes yeux, je sais qu'il s'y cache un océan de douleur. Fatima se drape dans l'espoir des désespérés. Elle ne vit pas, elle tient le coup. Pour ma sœur Amel et pour moi. Janice, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait? Parce que je pense qu'il résume bien l'empreinte que ma mère m'a laissée. Et j'aime beaucoup cette phrase, l'empreinte que mon amour laisse sur moi est le cadeau de la vie féroce. En fait, ma mère, elle m'a donné aussi, malgré sa dépression, elle m'a donné aussi une envie de vivre hyper forte. Je pense qu'on a commencé il y a peu à s'intéresser aussi à la santé mentale. Enfin, c'était un sujet hyper tabou, un peu comme les transidentités d'ailleurs. Parce que ça fait partie de ce qui se passe à l'intérieur, donc on n'y prête pas beaucoup d'attention. Et c'est pareil pour les transidentités, on s'attarde que sur le physique. Mais il y a tout un monde à l'intérieur aussi. Une transition, c'est pas que physique. C'est aussi réaligner ce qu'on est personnellement. Et c'est un peu pareil pour la santé mentale. C'est un monde intérieur. Ma mère, elle a pas eu la chance d'être suivie, en fait. C'est une autre époque où on pensait que c'était des futilités d'aller voir un psy, de faire un travail intérieur. Et ma mère, elle fait partie de ces gens qui ont, du coup, sacrifié leur vie à cause de ça. Comme il y a beaucoup de personnes trans qui sont mortes parce que, malheureusement, il n'y avait pas tout suivi par rapport à leur... on leur a pas donné la chance aussi de pouvoir être accompagnés. Comment avez-vous travaillé pour cheminer à l'intérieur de vous? Je l'ai fait beaucoup grâce à l'art, grâce à la musique, parce que ça m'a permis d'écrire, de chanter aussi. Je pense que ma voix, c'est ma force en fait. Je sais qui je suis quand je chante et ça depuis petite. Ça, j'ai jamais remis ça en question.
c'est une force. Je sais que je peux toucher les gens grâce à ma voix. Je sais que je peux transmettre beaucoup de choses. Et du coup, ça m'a ancré aussi dans une vie. Et je me souviens quand j'étais petite, j'en parle dans le premier chapitre, mais ma mère, elle était standardiste dans une compagnie, une grosse compagnie, dans des gros bureaux. Elle avait un micro sur son bureau et je chantais souvent. Mais genre, j'avais 6-7 ans. Et je chantais dans ce micro. C'était diffusé dans tous les bureaux. Je me souviens de ce que ça pouvait donner aux gens. Ça leur faisait du bien dans leur journée. Ça leur donnait de l'amour. Et je me suis vachement ancrée à ça. Ça m'a suivi toute ma vie. C'est un peu mon phare, en fait, aussi. Ça m'a permis de me raccrocher, de me retrouver à chaque fois. Quelles sont les leçons les plus importantes que vous avez apprises sur vous-même tout au long de votre parcours ? C'est une bonne question. J'ai déjà beaucoup de choses à apprendre encore, je pense. Bah oui, parce que vous êtes jeune. Ouais, aussi. Hein. En fait, au final, ce livre, c'est un peu un début de vie aussi. Hein. J'en parle comme ça parce que au début, quand on m'a parlé d'écrire ce livre, moi, j'avais déjà commencé à écrire des choses, mais j'avais pas envie que ça soit, entre guillemets, des mémoires qui signent une finalité, en fait. Pour moi, c'est le début aussi de mon parcours. Et ça, c'est important pour moi de le préciser. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et j'apprends encore beaucoup de choses. J'ai appris aussi qu'il y a beaucoup d'espoir. C'est une leçon que j'ai appris de ma vie, des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie ces dernières années, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir et que je crois aussi en la force de l'humain, de l'amour, de l'empathie aussi, malgré tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui. J'en retire beaucoup de leçons parce que je partais aussi vachement défaitiste aussi. Dans mon enfance, j'avais peur d'être face à beaucoup de violence et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'espoir en fait. C'est une des leçons et qu'il faut y croire. Il faut pas s'avouer vaincu aussi. Il faut croire qu'on peut se soigner grâce à tout ça. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui au petit garçon que vous avez été ? Pas grand-chose parce que je considère pas que j'étais un petit garçon déjà. À l'enfant que vous avez plutôt. été. Je pense que c'est plus juste parce que... Et c'est beau d'ailleurs de dire enfant, parce qu'au final, est-ce qu'on a forcément besoin de mettre un genre ? Parce que moi, je considère que justement, je dirais plutôt à la petite fille qu'elle a eu énormément de courage de construire tout ça et de tenir en fait. Que j'aurais pu ne pas être là en fait. En fait, tout simplement. Pardon. Parce qu'en vrai, je sais à quel point j'aurais pu ne pas vivre. En fait, je fais partie de ces enfants dont on parle aussi. Il y en a plein dans les médias. Il y a plein d'enfants qui commettent des suicides parce qu'ils ne vont pas bien. Donc, j'ai eu beaucoup de courage, en fait, de tenir jusqu'à là, jusqu'à mes 35 ans. Ma mère est décédée quand elle avait 36 ans. Je vais les avoir cette année. J'avais beaucoup peur de cet âge. Donc, je suis fière du courage que j'ai eu de tenir, en fait, tout simplement. Je suis hyper émue. Pas me faire pleurer de bon matin. Pour le petit-déj. Merci. Comment vous positionnez-vous par rapport à l'idéologie LGBT, transgenre ? Vous en parlez dans votre livre. Pour moi, c'est pas une idéologie. Il n'y a pas d'idéologie. C'est juste des personnes qui vivent leur vie et qui sont eux-mêmes. C'est comme si on disait qu'il y avait une idéologie hétéro. C'est pas une idéologie pour moi. Je trouve que ces mots sont même dangereux parce que malheureusement, ils ont été vachement appuyés par tout le discours en ce moment aussi médiatique. On parle beaucoup d'idéologie, mais c'est faux en fait. C'est pas une idéologie. Donc moi, je pense qu'il y a des personnes LGBT comme il y en a toujours eu en fait. Et on se bat toujours pour acquérir des droits. Il y en a plein dans certains pays qui en ont pas du tout. Donc, en fait, on est au début aussi de tout ça. On a l'impression qu'on a fait des pas de géant, mais
rien qu'à voir aujourd'hui, on est toujours en alerte, en fait. C'est ça un peu nos parcours aussi. On est obligé de toujours se protéger. Protéger de quoi ? De la montée aussi des extrêmes, de tout ça. Et je pense qu'au final, nos parcours aussi sont à l'image d'une société. C'est-à-dire, on veut plus de liberté. Et les parcours LGBT, je pense que sont des miroirs pour beaucoup d'autres choses, que ça soit le racisme, que ça soit... Au final, les extrêmes, ils veulent faire rentrer les gens dans un moule. Et ça a un impact sur nos vies, à tous. Vous en êtes où, vous, aujourd'hui, dans votre vie, au quotidien, dans votre, effectivement, transition, par exemple, au niveau de votre état civil, comment ça se passe ? C'est assez long, l'état civil, parce que c'est hyper compliqué en France encore. C'est une des choses, d'ailleurs, qui doit évoluer, parce que c'est très, très compliqué. Et pour montrer un peu l'absurdité de la chose, c'est que on doit faire un dossier qui doit passer devant un juge, et on doit mettre des photos pour prouver qu'on est une femme, mais ça pose la question et ça montre toute l'absurdité. C'est un juge qui va juger des photos. Qu'est-ce qu'est une femme, qu'est-ce qu'est un homme, entre guillemets. C'est hyper subjectif. Si j'avais des cheveux courts, si j'avais, je sais pas qui est apte à juger ça, en fait. Et du coup, ça passe devant un juge qui doit rendre un espèce de verdict, alors qu'il y a plein de pays en Europe qui ont simplifié la démarche. C'est absurde. Et je pense pas que beaucoup de personnes s'amusent à changer leur genre sur leur papier juste pour le fun, en fait. C'est une vraie démarche. Donc ouais, c'est compliqué en France, donc ça prend du temps et je suis encore dans ce process ça prend du temps. Donc c'est compliqué pour voyager, d'ailleurs. Comment ça se passe pour vous au quotidien ? Comment vous faites ? Je suis coincée comme beaucoup de personnes. Et il y a des personnes, c'est encore pire parce que moi j'ai des amis par exemple qui viennent de pays étrangers, par exemple d'Amérique latine, et du coup pour changer leur papier c'est très compliqué parce que ils ne peuvent pas changer leur papier en France. Il faut qu'ils aient des actes de naissance de leur pays, c'est hyper compliqué. Donc vous, aujourd'hui, vos papiers sont complètement obsolètes. C'est comme si vous n'en aviez pas. C'est comme si, en plus, j'avais... c'est comme de l'usurpation, un peu, d'ailleurs, parfois. Parce que, en fait, on voyage pas avec les bons papiers, on est même méconnaissable sur nos photos. C'est particulier, hein. Donc, c'est pas du tout fait dans le sens où ça nous aide. Mais encore, on n'est pas le pire pays pour ça. Mais il y a des progrès. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire sur ça. Et que c'est un des combats clés, c'est de faciliter ces changements, parce que c'est très compliqué. Ouais, c'est vertigineux, parce que comment répondez-vous ? Alors moi, j'ai vachement étudié le sujet, j'ai été voir les discours pour, contre, modérés, et en fait, il y a plusieurs courants, c'est-à-dire il y a même dans la communauté trans ceux qui disent en fait, on est trans féminin, trans masculin, mais on n'est pas homme ou femme quand on a transitionné, mais on est trans féminin, trans masculin. Il y a ceux qui vont protéger leur identité, le féminin, la réalité biologique de l'espèce humaine, féminin, masculin. Et il y a aussi ceux qui veulent être assimilés en tant que trans féminin ou masculin à une femme ou à un homme dans absolument la même réalité biologique et la même réalité aussi de vie. Notamment, c'est des sujets aussi pour les compétitions sportives, pour l'accès aux vestiaires, aux toilettes, etc., etc. Comment vous vous situez, vous, par rapport à ce débat et à tout ça ? Parce que c'est très compliqué. Moi, je pense que pour tout le monde, le genre est fluide, de toute manière. On peut pas définir une femme biologiquement juste par une chose. Il y a beaucoup, beaucoup de cas différents. Moi, j'ai une amie, par exemple, qui est intersexe. Elle est anglaise. Elle parle beaucoup de ce sujet, d'ailleurs, sur les réseaux, parce qu'elle est née intersexe, par exemple. Et c'est-à-dire qu'elle est née entre deux corps. Donc, on fait quoi, en fait, de ces personnes-là ? On fait quoi des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, des personnes qui ont des hormones inversées, des femmes qui ont plus de testostérone? Est-ce qu'elles ont le droit de faire des compétitions sportives si elles ont plus de testostérone? Il y en a beaucoup de femmes cis qui sont interdites de faire des compétitions parce qu'il y a une espèce de règle. En fait, du coup, ça concerne tout le monde. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus fluide que ça, le genre, surtout. Ça montre à quel point on ne peut pas rester dans une binarité. C'est quelque chose de mouvant, ça dépend du corps de chacun. Chacun a un corps qui va avoir ses spécificités et ce n'est pas
que l'enveloppe extérieure, puisqu'on se base beaucoup sur le physique et l'enveloppe extérieure, mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi niveau hormonal. Et moi, je me situe dans une envie qu'il y ait beaucoup plus de fluidité et qu'on arrête aussi de se dire que la réalité de chacun empêche... ça veut dire qu'on doit enlever des droits aux autres, en fait. C'est ça qui ne fait aucun sens. C'est qu'il y a des personnes qui sont en train de se battre en ce moment pour nous enlever des droits. Et du coup, là, tous les discours de haine qui sont en train d'être en ce moment hyper virulents et surtout hyper médiatisés, ils ont un vrai impact, en fait, sur notre quotidien, dans l'espace public. De quel droit parlez-vous ? C'est-à-dire le fait que des personnes ne puissent pas transitionner avant un certain âge, comme ça se passe d'ailleurs aux États-Unis. Ça a commencé d'abord là-bas. Il y a plein d'États où il est interdit de transitionner avant 25 ans. Ça ne fait aucun sens, en fait. Moi, je connais des ados qui sont trans, par exemple. J'ai fait un film de Paul Preciado, là, qui sort demain, d'ailleurs, au ciné, le 5 juin. Je connais des ados qui sont trans et qui sont accompagnés par leur famille. En fait, déjà, les gens sont outrés que des ados veuillent transitionner. Les gens ne sont pas outrés qu'on opère des enfants intersexes. En fait, en France, c'est pas interdit, les opérations. C'est-à-dire qu'un enfant naît intersexe, le parent doit choisir quel genre lui donner directement à la naissance. En fait, il doit être opéré. C'est une opération, du coup, assez intense pour un enfant. Il y a plein de pays où c'est interdit, en fait. On laisse parce qu'il n'y a pas de problème physique, en fait. L'enfant peut très bien continuer à vivre en étant intersexe. Il y a plein de problèmes liés à ça parce qu'il y a des enfants qui retransitionnent après parce que les parents ont choisi le mauvais genre, en fait. Déjà qu'on essaie de régler ça avant de dire il y a des les gens s'opèrent à 15 ans, 16 ans. C'est pas vrai, en fait. Les gens sont juste suivis. C'est des ados qui sont suivis, qui ont un entourage, qui peuvent aller voir des médecins, qui peuvent parler à des psys. Si on leur enlève ça, il y aurait plus aucun suivi. Et c'est un danger. Ma sœur, par exemple, qui est assistante sociale, elle suit des adolescents qui sont trans. Aujourd'hui, on estime à environ 1% le cas de personnes trans qui détransitionnent. Que répondez-vous à ceux qui appellent à une forme de prudence dans le droit des personnes, notamment mineures, à transitionner ? Moi, je suis pas là pour regarder les chiffres et je suis pas une analyste et tout, mais je sais qu'il y a très peu de détransitions pour en plus connaître des associations, pour avoir travaillé avec des assos et tout. Après, oui, il y a des gens qui détransitionnent et ça existe. Mais peut-être que justement, il y a un manque aussi d'encadrement, c'est-à-dire quels sont les accès qu'on donne aussi à ces jeunes, que ça soit l'entourage familial, si elles ont besoin de parler à des gens, que ça soit un psy et tout. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a aucune couverture déjà médicale, donc comment on fait pour être suivi ? C'est hyper compliqué. On est déjà dans un autre monde. Moi, en tout cas, qui connais beaucoup de personnes trans, je connais personne qui a détransitionné. Janice, en quoi croyez-vous ? Je crois en l'autodétermination et en la liberté. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? L'amour. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? La haine, tout simplement. Qu'est-ce qui vous met en colère ? La violence. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Mes proches. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites et qui vous met en joie, qui vous fait du bien, qui vous porte ? Un mot qui résonne, ça serait espoir. Pourquoi ? Parce que ça permet de toujours voir une lumière aussi et de se battre pour qu'il y ait toujours de l'espoir. Pourquoi avez-vous écrit ce livre ? Pour me révéler et pour aussi me permettre de commencer à une nouvelle vie. Eh bien, merci Janice. Merci. Merci d'avoir écouté cette interview avec l'artiste française Janice Sahraoui. Son parcours nous a offert un aperçu précieux des réalités vécues par les personnes transgenres. Janice nous a rappelé que la quête d'identité et l'acceptation de soi sont des défis profonds et personnels et qu'il faut les aborder avec honnêteté et rigueur.
La question n'est pas seulement d'accepter aveuglément, mais de comprendre profondément. Les expériences de Janice nous montrent que la transition est un chemin personnel et difficile, qui ne doit pas être pris à la légère, surtout pour les enfants et les adolescents. La société doit offrir des espaces sûrs pour l'exploration de l'identité, tout en étant vigilante face aux influences et aux pressions sociales. Merci encore à Janice pour sa sincérité et à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Voilà, je vous donne rendez-vous sur blumio.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.